Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdo sur tendanceouest.com et tout le digital Tendance Ouest, c'est Club Foot avec encore cette semaine la Coupe de France au cœur des discussions et dans le Club Hack et dans le Club Malherbe. Mais avant de passer à l'actualité de nos deux clubs professionnels qui, vous allez le voir, sont dans de bien sales draps et l'un et l'autre, on s'arrête donc à la plus ancienne compétition de l'histoire du football en France, à savoir la Coupe de France. Et si l'on savait pour les professionnels que cette Coupe de France allait reprendre, eh bien mes invités sont là pour disserter sur les amateurs. Ce fut une grande surprise il y a quelques jours de cela de voir la Fédération française décréter comme ouvert le 6e tour amateur. On va vous rappeler le cheminement de ces deux compétitions cette année. En tout cas, ça a créé de la surprise, ça a créé des forfaits avec le premier en France qui a eu lieu en Normandie, à savoir celui du FC Flers qui a été suivi depuis. Et pour parler de tout ça, on a trois spécialistes en notre compagnie. Mathieu Billot du foot normand est avec nous aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Salut à toi Gilles Dubénil de Hackfoot. Salut Sylvain, bonjour aux auditeurs. Et salut à toi Julien Caillard d'RTL. Salut. Bon messieurs, je commence avec vous, Mathieu Billot. Juste comme ça, allez, vous l'avez perçu comment cette annonce de la Fédération française qui consiste à faire jouer samedi et dimanche prochain partout en France le 6e tour amateur de la Coupe de France? Je l'ai perçu comme quoi le lobby du football et de la Fédération française est très puissant dans notre pays et donc permet de faire des choses qu'on pensait inimaginables tout simplement. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu que je l'ai vu et j'ai encore du mal à y croire. Je pense que j'y croirai peut-être dimanche si je suis sur un terrain, mais un peu du mal à y croire. Et je me demande bien comment les clubs font pour se préparer dans ces conditions. Ils font vraiment preuve d'une capacité d'adaptation assez impressionnante. Gilles Duménil, votre avis sur ce retour de la Coupe de France totalement inattendu? La volonté du président Le Gret a encore une fois frappé. Lui qui n'a pas apprécié que le Premier ministre dise que la Coupe de France serait annulée, persiste et signe et envoie ses joueurs en Coupe de France, quels que soient les risques pour la santé de ces derniers, mais peut-être que ça compte pas beaucoup pour lui. Julien, à la lumière de ce que viennent de dire et Gilles Duménil et Mathieu Billot, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Est-ce que l'on est dans la logique où il faut impérativement finir la Coupe de France sans trop se préoccuper des amateurs finalement? Le problème, c'est que la Coupe de France, elle a été construite avec deux voies, une voie professionnelle et une voie amateur. On savait que la voie professionnelle, elle ne poserait pas de problème, mais pour que cette voie professionnelle puisse aller au bout, par définition, il faut que la voie amateur puisse se dérouler elle aussi. Effectivement, il y a sans doute cette volonté du président Le Gret. Maintenant, moi, j'ai du mal à reprocher à une fédération de tenter de bâtir l'une des compétitions les plus emblématiques de cette fédération et de faire en sorte que les clubs affiliés à cette fédération puissent y participer. Alors évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Faut être clair, 10 jours, quand ça fait 3 mois que l'on est sans football, enfin voilà, le problème majeur, il est là. Bien sûr. Et moi, j'ai pas d'opinion tranchée sur la question. Il y a aujourd'hui 66 millions de virologues et d'épidémiologistes dans ce pays. Moi, j'en fais pas partie. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Je mesure les contraintes que cela peut représenter pour les clubs, ne serait-ce que sur les tests, la politique de test qui est mise en place pour accéder à ce 6e tour. C'est assez terrifiant. Test PCR 3 jours avant la rencontre, test immunologique la veille ou le jour même de la rencontre, c'est-à-dire un protocole sanitaire plus drastique encore que pour les clubs professionnels. C'est très compliqué à mettre en place. Il y a aussi ces entraînements qui n'ont pas pu se dérouler depuis des semaines, ou en tout cas pas normalement, et donc une condition physique des joueurs qui est forcément limitée au moment de jouer. Je peux comprendre le comportement des dirigeants du FC Flers et des joueurs du FC Flers. Je peux comprendre aussi le comportement de certains dirigeants et de certains joueurs qui veulent pouvoir jouer parce que tout simplement, il y a cette envie de retrouver les terrains. Moi, je ne condamne personne. J'ai juste envie de dire à ces joueurs qui vont se retrouver sur la pelouse ce week-end, faites attention à vous, à la fois faites attention à cette problématique que pose le Covid, mais faites aussi attention à votre physique. On va sans doute voir des matchs d'une vraie intensité, 90 minutes en mode compétition, avec des joueurs qui ne sont pas prêts à jouer ce type de match. Il ne faudrait pas qu'on aille vers des incidents graves, des accidents graves.
Donc voilà, faites attention à vous, mais je peux comprendre cette envie de jouer. Gilles Duménil, on a du côté de Pavie également un entraîneur, Emmanuel Hutto en l'occurrence, qui n'a pas mâché ses mots à propos de cette Coupe de France et surtout de son adversaire. Lui, il n'y peut rien. Son adversaire, c'est une équipe qui a continué à jouer, qui est qualifié comme professionnel CQRM, comme Avranches peut l'être qualifié aussi, puisqu'en National 1, le championnat s'est poursuivi. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut espérer Pavie, mis à part qu'on cédait 10 buts contre QRM? Plutôt craindre que, comme disait Julien, de perdre des joueurs, d'autant plus qu'on est en hiver, donc on est sur des terrains encore plus mauvais, donc ça va encore compliquer la tâche. Il n'y aura pas le public et toute l'ambiance kermesse qui est habituellement aux Coupes de France, qui permet à joueurs amateurs de se transcender, déjà qu'ils n'ont pas le physique. Oui, à part se prendre une valise, prendre les frais qui vont avec. Je vois pas vraiment ce que les amateurs vont jouer. Il y a une distorsion de concurrence dans la pratique qui fait que des joueurs surentraînés vont se rencontrer face à des joueurs qui, eux, ne sont pas entraînés depuis 3 mois. Il va y avoir de la casse, il y a vraiment de l'intensité physique qui est mise entre les deux clubs. Mathieu Billot du foot normand, on est évidemment dans un cas de figure exceptionnel en tant que tel, dans une manière de faire exceptionnelle en tant que tel. Est-ce que finalement c'est pas la moins pire des solutions que d'avoir réussi tant bien que mal à établir ce programme pour février? Parce qu'on le rappelle, ça jouera chaque week-end un tour de cette coupe amateur finalement. Déjà le premier point, c'est qu'on se rappellera début mars pour voir si le programme a bien été tenu, ce qui est pas garanti au moment où on se parle. Et ensuite non, la logique aurait voulu que ça joue pas, tout simplement. Que ça joue pas. Les championnats jouent pas depuis fin octobre. Pourquoi la coupe, qui concerne du coup la plupart des équipes similaires, jouerait? Non, c'est juste, voilà. Alors, la fédération met en avant que cette Coupe de France peut avoir l'air de test pour la reprise des championnats. Bon, il y a du mal à croire que les championnats puissent reprendre dans un avenir à court terme. Attendez, ce que vous êtes en train de dire là, Mathieu, on va développer un petit peu, on va filer un peu le trait là-dessus. Valeur de reprise, de test en vue des championnats. Ça veut donc dire que si on reprend les championnats dans quelques semaines de cela, ce sera sous régime, comme le disait Julien tout à l'heure, de tests PCR 3 jours avant, de présence d'un médecin sur les terrains à huis clos et toute la galerie qui est mise en place là? Tout dépend des conditions sanitaires dans lesquelles le pays se trouvera, mais si vous voulez... de toute façon, les championnats, si vous voulez ne serait-ce que les mener à terme la phase aller, va pas falloir trop tarder à reprendre, vu que vous n'avez pas de match après le 30 juin. Est-ce qu'on peut considérer qu'aux alentours, messieurs, du 15 mars, s'il n'y a pas eu de reprise des championnats amateurs, on file tout droit vers ce qu'a prononcé la Belgique pas plus tard qu'hier, à savoir saison blanche au niveau amateur? Est-ce que le 15 mars est selon vous la dernière limite, Julien Caillard, RTL? Mais moi, je crois qu'il faut malheureusement prendre les choses au jour le jour en ce moment. Moi, j'appartiens à une rédaction nationale où on nous a mis en alerte ce week-end autour de la question d'une éventuelle prise de parole du président de la République en ce milieu de semaine. Bon, il n'en est rien. Cette prise de parole, elle a été repoussée, si tant est qu'elle ait lieu un jour. Et on nous dit que le gouvernement pourrait prendre des décisions le week-end prochain. Donc déjà, la première question qui se pose, c'est est-ce que les matchs prévus dimanche pourront se jouer? Imaginez le gouvernement ou le président de la République s'exprime samedi pour annoncer un reconfinement dimanche. On imagine mal que ces matchs pourraient se jouer. Et s'ils se jouaient, on imagine mal que ceux du 7e tour prévu la semaine suivante pourraient se jouer. Donc on n'en sait rien en réalité. On n'en sait rien. Les chances semblent quand même plus nombreuses, messieurs, que ça n'aille pas au bout, comme le disait Mathieu Billot tout à l'heure. Hein. Voilà, faut être clair. Mais le plus probable, Sylvain, avec cette question des variants et cette question de ce plateau haut qui est le nôtre depuis des semaines, et de savoir quelles seront les restrictions dans quelques jours. On n'en sait rien. Moi, je ne sais pas quelles seront les restrictions sanitaires qu'aura adopté ce pays lundi prochain. Donc, voyons si ce 6e tour peut se jouer. Le 7e me paraît déjà très très loin. Alors après, la reprise des championnats, c'est encore autre chose. Les championnats, justement, il y a certaines équipes en Normandie, le HAC, le Stade Malherbe en Ligue 2, QRM et Avranches qui continuent de les jouer. Et justement, c'est l'heure d'aller se plonger dans l'actu de nos pros en Normandie. Et l'on commence avec les Ciels et Marines du HAC. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com.
Le Club Hack, il est des nôtres aujourd'hui. Gilles Duménil de l'émission Activiste et cofondateur du site ActuFoot. Gilles, on imagine toute votre déception encore samedi soir parce que le Havre menait jusqu'à la dernière minute face à Guingamp et parce que le Havre n'a pas gagné. La frustration de ne pas tuer un match, malheureusement on en a l'habitude, mais c'est vrai que samedi il y avait vraiment de quoi regretter les occasions manquées à côté, et ce côté non tueur qui malheureusement nous fait mal, et on se fait punir malheureusement par une équipe qui elle fait le travail, et c'est ça le problème. Le travail, Mathieu Billot, le Havre, ça fait longtemps que les hommes de Paul Le Guen ne l'ont pas fait en tant que tel. Et le danger, est-ce qu'il est là finalement? Le danger de voir cette zone de relégation se rapprocher, ou est-ce que vous n'y pensez pas du tout, vous, Mathieu? Moi, j'y pense, mais alors, ce que je pense que c'est pas très très important. Si quand même, parce que ça donne quand même une idée, voyez-vous. Mais je voulais rebondir là-dessus, c'est surtout que moi j'ai assisté à une conférence de presse de Paul Le Guen début janvier. Et on lui avait posé la question si ça le choquait qu'on parle de maintien pour le Havre. Il avait répondu non, très clairement. La situation comptable ne s'est pas spécialement améliorée depuis. Donc je pense que le Havre, très clairement, joue le maintien cette saison, sans que ce soit ni déshonorant. Voilà, mais la saison, en tout cas la première partie de saison, fait que le HAC est amené à jouer le maintien et doit, comme objectif numéro 1, assurer son avenir en Ligue 2. Alors la semaine passée, Adrien Casanova ou encore Maxime Lenormand étaient présents en plateau avec nous pour disserter de l'actualité du HAC. Justement, ils ont mis le doigt sur finalement un remplacement qui n'a jamais été fait et qui a conditionné le point de départ. Et Gilles Duménil, je vous vois dans nos écrans de contrôle opiner du chef, c'est le remplacement de Kadewere, parce que même Jamal Thiaré, il est totalement orphelin cette année. Tout simplement parce que pendant toute une partie de saison, il a joué dans un rôle qui n'est pas le sien, de seul attaquant de pointe. Il s'est épuisé à faire des appels, mais sans aucun soutien. Et on le retrouve encore sur ses deux jambes, ce qui est déjà une bonne chose vu le nombre de taquets qu'il se prend par match. Et ça, c'est déjà pas si mal. Mais enfin, avec Boutaïb, il a le point d'appui. Et maintenant, il va falloir qu'il y ait quand même une personne qui conclue les attaques. Il faut s'habituer, et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir, maintenant que le système de Paul Le Guen préférentiel en 4-4-2 est mis en place, arriver à avoir quelque chose, mais le concrétiser rapidement avec des points pour éviter de se faire peur trop longtemps. Julien Caillard d'RTL, est-ce que vous pensez que Paul Le Guen est en danger selon vous? Je ne sais pas si cette question elle se pose maintenant, parce que moi je crois surtout que le Havre doit prendre conscience du danger qui le guette, et ce qui m'intéresse surtout, c'est ce mois de février qui arrive, parce que le Havre aujourd'hui, c'est quoi? C'est une victoire sur les 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et là, il y a un enchaînement. Niort, Nancy, Paris FC, Châteauroux, Dunkerque, Pau. C'est-à-dire qu'en gros, le Havre va jouer tout au long du mois de février des adversaires directs dans cette course au maintien. Et il ne faudrait pas que ça se passe mal. Parce que si à la fin du mois de février, le Havre n'a pas renoué avec le succès, si à la fin du mois de février, la zone rouge s'est rapprochée, derrière, il faut jouer Grenoble, Caen, Sochaux, Auxerre, Clermont, Toulouse. Ça peut vite devenir extrêmement dangereux. Donc l'opération commando, si j'ose dire, elle démarre dès cette fin du mois de janvier avec le déplacement à Niort et cet enchaînement très important contre des équipes de la deuxième partie de tableau. Et si la situation devait encore se dégrader à l'issue de ce mois de février, alors le Havre serait en grande difficulté. Donc moi, je veux bien qu'on pose la question de Paul Le Guen. Elle peut éventuellement se poser. Elle peut se poser parce qu'on a la sensation qu'il est impuissant. C'est pas que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, c'est qu'il semble impuissant. Gilles, Julien, Mathieu. Et cet effectif est limité probablement. Aussi, bien sûr. Vous disiez qu'Adewere n'a pas été remplacé, mais enfin, comment espérer remplacer un joueur de la trempe de Tino Kadewere? Moi, je suis plus spécialiste du Stade Malherbe de Caen, mais vous pourriez me dire aujourd'hui, N'Golo Kanté n'a pas été remplacé. Bah non, évidemment qu'il n'a pas été remplacé. On ne trouve pas un N'Golo Kanté sous le sabot d'un cheval. Gilles Duménil, d'accord avec ça? On ne demandait peut-être pas à remplacer Tino par un joueur de même qualité, parce que pour ça, il faut un travail en amont, il faut du recrutement, faut du scouting préalable. Et Tino Kadewere, il faut rappeler les circonstances. Il y a eu un concours de circonstances favorables, et le fait qu'il est aussi arrivé blessé au Havre, et c'est ce qui a permis que le HAC puisse l'avoir. Par contre, il n'a même pas été remplacé numériquement. Il a été remplacé numériquement par Boutaïb, qui n'a pu jouer qu'en janvier, à la lumière de son quiproquo avec le Zamalek.
Mais n'empêche que donc, on est parti avec rien, et on était content de partir avec rien. On a essayé de relancer Hervé Basile. C'était ça. On voulait relancer peut-être Hervé Basile dans un certain compte. On a vu Hervé Basile pendant 2 ans. Hervé Basile, c'est 40 000 € par mois pendant 3 ans pour un coup franc qu'il a marqué avec Malherbe au Parc. Bravo, félicitations. Ça, c'est encore un beau recrutement par l'équipe du HAC. Et on a vu que pour les recrues, de toute façon, sont ratées. Les quatre recrues étaient titulaires face à Paris FC mardi dernier. Ça veut bien dire qu'au final, ils étaient dans l'équipe dans laquelle on ne compte pas. Donc, on ne peut pas continuer à croire qu'on peut faire autre chose, effectivement, que le maintien, parce qu'on a attendu, en espérant peut-être trouver une bonne étoile au niveau d'un recrutement, d'un appel d'un jour. Et au final, ça a fini comment? Avec Khalid Boutaïd, qui était dont l'agent est bizarrement le même que Tino Kadewere, mais c'est sûrement une coïncidence. Mathieu Billot du foot normand, effectivement, beaucoup de coïncidences dans le monde du foot à ce niveau-là, c'est sûr. Mathieu Billot, on a surtout pour Le Havre la sensation que c'est une nouvelle année de perdu dans une quête d'un blason à redorer pour essayer de retrouver une aventure de montée en Ligue 1, et on a l'impression qu'on se répète tous les ans surtout. Oui, alors, cette année, très clairement, je trouve que le HAC n'a pas l'équipe pour prétendre à la montée. Voilà, je pense que le coach, il a plutôt été raté les saisons précédentes à ce niveau-là, où il y avait un effectif sur le papier qui me semblait bien plus costaud, bien plus intéressant dès la saison dernière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout recommencer déjà en vue de la saison prochaine? Qu'il faut rebâtir un nouveau groupe? De toute façon, il n'y aura pas le choix si vous voulez, si vos ambitions seront de monter. Alors après, tout ça, c'est mis aussi en corrélation avec le contexte financier du football français, parce que bon, aujourd'hui, c'est bien beau de dire qu'il faut recruter machin truc, mais je sais pas trop avec quel sou, à part si le propriétaire du club décide de mettre la main au portefeuille, mais sinon, aujourd'hui, vous n'avez aucune source de revenus pour les clubs français, donc voilà, ou alors il faut se montrer plus malin que les 19 autres concurrents, voire les 40 concurrents. Donc oui, il faut reconstruire, c'est sûr. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que la campagne de recrutement des 2 dernières saisons n'a pas forcément été très réussie. Donc oui, il faut reconstruire, c'est sûr, c'est certain. Une reconstruction qui va passer, comme vous l'avez dit, Julien Caillard, par un mois de février pour le moins correct, pour s'extirper presque définitivement au moins de la zone très dangereuse. Et l'après, ce sera quoi? On naviguera déjà sur le prochain exercice sans plus tellement se préoccuper de celui-ci? Mais c'est pour ça que le mois de février est très important, parce que ce mois de février, il peut vous permettre de vous ancrer dans ce ventre mou du tableau, voire en fin de première moitié de tableau, et donc peut vous permettre de penser à la suite. Maintenant, si ça se passe mal, si au soir du 27 février, Le Havre venait à perdre à Pau et à enchaîner, je sais pas moi, une 4e ou une 5e défaite de rang, alors oui, il y aurait le feu, parce que la zone rouge se serait rapprochée, et parce que derrière, il y aurait l'obligation d'aller prendre des points contre des adversaires comme Grenoble, comme Caen, comme Sochaux, comme Auxerre, comme Clermont, qui sont a priori des adversaires plus forts que ceux que vous allez rencontrer tout au long du mois de février. Donc, avant de parler de reconstruction, moi j'ai tendance à penser qu'il faut assurer l'essentiel, et l'essentiel, c'est de maintenir ce club en Ligue 2 le plus vite possible. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut plutôt réussir un mois de février, mais il n'y a pas non plus de raison d'être ultra optimiste, parce que novembre a été terrible, décembre n'a pas été glorieux, janvier a été compliqué, et on se demande bien pourquoi le mois de février serait d'un seul coup absolument exceptionnel. Donc moi je crois qu'il faut se mettre en mode commando tout simplement, et les propos de Paul Le Guen, je les ai trouvés plutôt intéressants au sortir de ce match nul contre Guingamp, parce qu'il a clairement expliqué que dans la situation actuelle, fallait regarder derrière, et qu'il fallait surtout se méfier de ne pas voir l'arrière revenir très vite. Gilles Duménil, je me tourne vers vous. Dans cette analyse de Julien Caillard, on voit peu d'optimisme. Vous, du côté des supporters, avec une once d'optimisme quand même, est-ce que vous escomptez quand même nettement mieux que ce que l'on a pu voir depuis 3 mois au Havre? Depuis 3 mois, oui. De toute façon, ce que j'ai dit, avant on s'ennuyait, là c'était brouillon. Donc c'est loin d'être encore le cas, mais il n'y a pas eu l'ennui qu'on a eu sur les 2 derniers matchs, on ne l'a pas eu. Donc là, c'est ce qui est déjà une évolution positive. Ensuite, je suis modérément optimiste, comme je suis modérément pessimiste.
Je dis, effectivement, s'il y avait eu victoire face à un Guingamp, il y aurait eu capitalisation sur le bon match nul à Amiens et on aurait pu enclencher quelque chose. Là, l'égalisation de Rodelin à la dernière minute met tout par terre et nous emmène à Niort dans des perspectives moins glorieuses que ce qui aurait pu l'être s'il y avait eu victoire. Donc, est-ce que je suis inquiet ? Non. Est-ce que je suis prudent ? Oui, assurément, car effectivement, Le Havre, on sait que ça va être difficile jusqu'au bout parce que les joueurs ne sont pas prêts pour. Il y en a certains qui ont bien conscience de la situation, comme Alexandre Bonnet, qui déjà depuis 2-3 semaines dit clairement à certains qui se voient trop beaux parce qu'on est au Havre et qu'on ne peut pas descendre. Non, on peut. Donc, sérieux. Et ensuite, moi, j'appelle de mes voeux maintenant à ce que Paul Le Guen applique ce qu'il a dit après le match de Sochaux. S'il faut repartir avec des jeunes et jouer avec le maintien, eh ben, faisons-le. Le problème, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Parce que maintenant, envoyer des jeunes maintenant, est-ce que c'est pas les envoyer à l'abattoir, comme on a pu le voir en match de coupe, où c'était très compliqué pour certains ? La marge, Mathieu Billot, je termine avec vous, du foot normand. La marge des Havrais, elle est quand même assez sensible. On voit que le Havre est 13e du championnat. On voit que ceux qui ferment la marche sont des clubs qui ont très peu de ressources humaines, j'ai envie de dire de qualité, qui sont Châteauroux, Pau ou encore Rodez, Chambly. C'est des équipes qui sont dans le dur vraiment. Moi j'ai tendance à pas du tout... Rodez est dans le dur, vous ? Non mais attendez, on va parler de Caen dans une autre émission pour aller voir les voisins. On reviendra sur le match de Rodez. Mais moi je trouve que Rodez, c'est pas mieux que Pau, c'est pas mieux que Châteauroux. Enfin je veux dire, voilà, dans l'idée, sincèrement... Moi, je me fais pas de soucis perso pour le Havre, je sais pas vous, Mathieu. Et puis, il y a une marge quand même de 7 points. Comment on pourrait expliquer qu'avec une marge de 7 points, le Stade Malherbe de Caen n'a aucune chance de revenir sur le Paris FC, 7 points d'écart, et comment on pourrait expliquer que tout d'un coup, Chambly et Pau vont refondre à nouveau sur le Havre pour les mettre en vrai danger de relégation. C'est là où je suis pas inquiet, moi, en fait. Il y a les dynamiques, quand même. Vous citez Rodez. Rodez, c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis qui a pas perdu en 2021. Ouais. Oui, mais qui a gagné que 4 fois depuis le début de l'année, quoi. Oui, mais entre guillemets, ce qui s'est passé, si ces 4 matchs qu'elle a gagnés, c'est les 4 derniers, c'est pas le cas pour Rodez, mais je caricature le trait. Ouais, je vois bien. C'est passé au mois de décembre et novembre, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, et à commencer par les Ruténois. Donc il y a une question de dynamique, c'est que le Havre, la dynamique, même si les 2 derniers matchs dans le contenu sont meilleurs, et là contre Guingamp, c'est une maladresse, je sais même pas comment on peut la qualifier, qui leur fait échapper les 2 points. Mais ils ont gagné qu'un match, je crois, sur les 10 derniers, sur les 12 derniers. C'est quand même extrêmement peu. Donc non, faut être inquiet comme une équipe qui n'a pas une bonne dynamique et qui n'a pas une marge de sécurité énorme. Et vous savez, ça peut vite basculer ce week-end. Vous allez à Niort, si vous revenez avec une contre-performance, et si le bas de tableau se réveille, imaginons que Chambly batte Caen, ce qui n'est pas impossible, Rodez l'a bien fait, ça fera un resserrement du bas de tableau, et je pense que toutes les équipes qui seront de la 10e à la 18e, voire peut-être 19e et 20e, seront concernées par le maintien. Donc si, le Havre doit être inquiet de manière raisonnable, mais il doit être un peu inquiet sur son avenir. Le message est passé. Merci messieurs d'avoir alimenté de vos analyses et de votre expertise ce club-hack de cette semaine. Merci à vous Gilles Duménil, on se retrouve très rapidement. Merci à vous Julien Caillard d'RTL et merci à vous Mathieu Billon. On signale la sortie du prochain foot normand, ce sera le 6 février prochain dans vos kiosques. D'ici là, passez une très bonne fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club-hack. Podcast by Tendance Ouest.